Merci. Bonjour à tous et à toutes. Du coup, d'abord, je vais me présenter et ensuite, je présente les intervenantes. Moi, je m'appelle Costanza Poupeau, je suis psychologue sociale de la santé à Lyon 1 et avec un parcours en anthropologie de la santé d'abord. Aujourd'hui, je vais surtout poser des questions et du coup, je vais vous présenter les intervenantes qui vont répondre. Donc, nous avons Lauriane Benoît, qui est vétérinaire praticienne et formatrice en médecine narrative. Ensuite, Dominique Pontier, qui est professeur à l'université Lyon 1, éco-épidémiologiste et qui est directrice de l'école universitaire de recherche EIDAT Lyon, dans laquelle on travaille ensemble, et qui travaille sur le chat depuis plusieurs années, et tout comme en fait Eugénie Anatoli, qui est éthologue, responsable de la recherche sur le comportement animal au refuge public pour les chiens à Rome. Donc, merci beaucoup. Aujourd'hui, en fait, cette table ronde va porter en particulier sur les chats domestiques, que ce soit le chat domestique du salon ou le chat domestique errant. Pour commencer, je vais poser la première question à Dominique autour de l'origine du chat, parce que je pense, comme tout le monde a à peu près entendu dire dans sa vie, l'hypothèse que tout le monde connaît, c'est que le chat a été domestiqué pour la première fois par les Égyptiens environ 2000 avant Jésus-Christ. Et il semble que les choses ont récemment changé. Et alors, je voudrais demander à Dominique, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'origine du chat domestique? Alors oui, effectivement, les choses ont changé puisqu'on a découvert à Chypre le squelette là d'un chat. Vous reconnaissez la tête, la queue, les pattes, qui est daté d'environ 7500 ans avant Jésus-Christ. Et ce qui est remarquable, c'est que vous voyez que le squelette de ce petit félin, il est à 30 cm de la tombe d'un être humain. Et ce qui est remarquable également, c'est que vous voyez qu'ils sont orientés dans la même direction, ce qui témoigne d'une relation forte entre ce petit félin et l'être humain dès cette époque. Alors, on n'a pas découvert de chat sauvage sur Chypre, donc l'hypothèse la plus probable, c'est que ces petits félins ont été amenés à Chypre par bateau. D'accord. Et en fait, une autre chose qu'on sait, c'est que tous les chats domestiques dérivent d'un chat sauvage, et sur ça on est tous d'accord. Mais quel est ces chats sauvages? Parce qu'effectivement, il y a plusieurs espèces de chats sauvages. Comment on fait pour savoir que le chat domestique en question dérive d'un tel chat sauvage? Quel est le bon ancêtre, on peut dire? Dominique, si tu... Alors, effectivement, voilà la carte de répartition des différents chats sauvages dans le monde. Donc là, il y en a 3, 4, 5 qui sont représentés, dont notre chat sauvage ici. Et en fait, c'est très très difficile, même impossible, de différencier ces différentes espèces de chats sauvages sur la base de leur squelette. Donc il a fallu aller un cran plus loin, c'est-à-dire travailler au niveau de l'ADN. Donc c'est à peu près en 2007 que l'énigme a été résolue, de savoir d'où venait notre chat domestique. Donc on a collecté des spécimens un peu partout dans le monde, dans les musées, dans les populations actuelles. Et à partir de notre collection de dents, de sang, de poils, on a extrait cette information génétique, ce qui nous a permis de reconstituer, là, vous voyez, l'arbre phylogénétique ou encore l'arbre de parenté. Donc plus les espèces sont éloignées, moins il y a de proximité entre notre chat domestique qui est ici et les autres espèces de chats sauvages. Donc ce que l'on voit là directement sur cet arbre, c'est que le chat sauvage, il est européen, donc que vous connaissez peut-être ou pas, qui vit ici, notamment en France. Eh bien, ce chat sauvage, il a été disqualifié. Donc vos chats domestiques, ils proviennent pas de ce chat sauvage, mais d'un chat qu'on appelle, qui vit en Afrique, c'était la distribution en orange, qu'on appelle le chat ganté, le chat ganté africain.
Voilà. D'accord, merci. Et troisième chose que tout le monde sait et qui peut le vérifier si vous avez des chats chez vous, c'est que le chat est un prédateur, est un chasseur. Est-ce que c'est cet aspect-là qui a fait son succès? Alors, on peut regarder le croissant fertile qui est représenté là. Et c'est à cet endroit-là où les premiers chats ont été apprivoisés. Donc c'est une portion vraiment réduite du monde. Et maintenant, si on regarde la distribution actuelle de tous nos chats domestiques, eh ben, il y en a partout. Partout, y compris sur des îles qui sont très très reculées. Voilà. Donc effectivement, le chat a eu beaucoup de succès. Pourquoi il a eu beaucoup de succès? Ben, tout simplement parce que de par son rôle de prédateur, il a vraiment séduit l'homme. Et puis aussi, le chat a pèleriné aussi avec l'homme. Il a été également séduit par l'être humain. Oui, bah, tu viens de dire qu'il a pérégriné un peu partout. Effectivement, on le retrouve partout, de la Méditerranée à l'Europe, même en Orient. Et en fait, la génétique a montré que les chats domestiques en Chine sont des descendants du chat sauvage d'Afrique. Quelles sont les raisons, Eugenia, du fait qu'on le retrouve partout? Oui, comme Dominique a dit, les chats, ce sont dans la femme fertile et ils se sont originés par la croissance fertile et suivant les flèches, les différentes couleurs de flèches, vous voyez qu'ils se sont diffusés naturellement au début dans l'ancien monde et dans différentes périodes. Et les périodes, elles sont vraiment différentes dans le sens que c'est une longue période, à partir du néolithique jusqu'à la Moyen Âge. Et nous pensons, parce que ça, ce n'est pas vraiment, c'est seulement hypothétisé, que la diffusion dans l'ancien monde est finie plus ou moins pendant la Moyen Âge. Et au début, il était une relation entre les hommes et les humains et les chats qui était basée sur la nourriture. Je veux dire, il y avait une échange parce que les chats trouvaient la nourriture qui était représentée principalement par les rongeurs nuisibles. Alors il y avait une bon échange de bénéfices. Et, mais ils se sont diffusés dans l'ancien monde sur la vie terrestre, mais aussi long les vies maritimes. Et comme j'avais dit, il a été domestiqué, le Felis libica, dans différentes périodes. Et naturellement, après l'Ancien Monde, il a été diffusé dans d'autres pays. C'est pour ça qu'aussi en Chine, on retrouve les mêmes ADN. OK? Et ça, je l'ai déjà dit. Alors, comme j'avais dit, au début, était une relation basée sur la nourriture, mais ce qui est important de rappeler après, quand nous parlerons du comportement des chats, est que les chats se sont évolués, les chats domestiques, pendant les différentes périodes de domestication, ils se sont évolués dans des environnements naturels autour des villages humains. Et ça veut dire que l'environnement d'évolution est très loin de l'environnement où ils vivent maintenant. Et comme j'avais dit, il était domestiqué pour faire la lutte contre les rongeurs et les serpents nuisibles. Et dans les routes terrestres et maritimes, surtout maritimes, pense aux longs voyages qu'ils faisaient les humains sur les bateaux et ils devaient amener avec eux beaucoup de nourriture et était la fête pour les rongeurs. Et alors, était très important avoir des chats au bord et il y avait une période dans laquelle il ne pouvait être possible partir sans avoir des chats au bord. Et il était les mêmes routes
qui était important pour la diffusion des rats et des souris, par exemple, et les chats allaient après eux. Ok, merci beaucoup. Et Dominique, les chats, ils se sont diversifiés sur la base de la couleur. Alors oui, effectivement, et voilà l'original, si je peux dire, là qui est entouré en jaune. Donc c'est un chat qui est brun marron avec des rayures. Et le fait que finalement ce soit l'homme qui le nourrisse maintenant, eh bien, il n'a plus besoin de cette tenue de camouflage pour aller capturer les souris. Et c'est à partir de ce moment-là que les couleurs sont apparues, hein, qu'il s'est diversifié dans les couleurs. Donc vous voyez un chat roux, un chat noir, un noir et blanc, un tout blanc, un chat qui est marbré. Donc il y a toutes ces couleurs-là qui sont apparues au fur et à mesure du temps, sont déterminées génétiquement. D'accord. Et au-delà de cette interaction avec l'homme qui a amené à cette diversification des couleurs, on peut dire que l'homme intervient aussi pour façonner les chats, parfois pour des raisons esthétiques ou de statut social. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, Lauriane. Oui, alors tout à fait. Donc le chat, on a vu avec Eugénia qu'il était allé partout, mais il est aussi allé dans les appartements. Donc il faut savoir qu'en France aujourd'hui, on compte 15 millions de chats domestiques. Et pour avoir un élément de comparaison, il faut savoir que c'est 2 fois plus que de chiens. Et la France est 3e pays sur le continent européen, après la Russie et l'Allemagne, en termes de nombre de chats domestiques. Donc on a évidemment, avec autant de chats, on a besoin d'une médecine féline. Elle est née réellement à la fin du 19e siècle. Donc on peut être très fier d'être français, puisque ce sont 2 Français qui sont les pionniers, avec Hercule Strauss-Durkheim, qui a fait le premier atlas d'anatomie spécifiquement félin, et Gaston Percheron, qui a écrit le premier traité de médecine féline, même si bien sûr on trouvait déjà des évocations de la description anatomique dans des documents du XVIIe ou dans des traités du XVIIIe et XIXe, on trouve certaines maladies félines décrites. Alors, la majorité des chats domestiques qu'on a en France et dans le monde d'ailleurs n'ont pas d'origine connue. Alors, hormis génétiquement, on sait de qui ils descendent, mais en tout cas, les propriétaires ne le savent pas, puisque en général, ils sont obtenus auprès de particuliers ou d'associations. Mais on a un développement des races qui se met en place, vraiment un boom, la fin du 19e siècle, avec en particulier un événement marquant qui a été la première exposition féline au monde qui s'est produite à Londres, donc en 1871. Où il y a eu quelques races présentées. Donc on appelle ça des races naturelles, dans le sens où elles n'ont pas été sélectionnées par l'homme, mais par reproduction en vase clos dans une zone géographique donnée. Donc à cette époque, là, lors de cet événement, il y a eu de présenter des angoras qui venaient plutôt du Proche-Orient, des bleus russes, des siamois qui venaient plutôt d'Asie, des chartreux, qui est un chat très français, des persans qui viennent d'Iran, et aussi des Maine Coon qui étaient décrits à la fin du 19e dans le Maine aux USA. Il faudra attendre à peu près 25 ans pour que l'idée traverse la Manche et qu'on ait la première exposition féline en France. Alors, quand on parle de chat de race, qu'est-ce que c'est? En fait, un chat de race, c'est un chat typé qui est sélectionné pour des traits de caractère et des traits physiques particuliers. Donc en France, il faut savoir que les races, donc hormis celles que je vous ai citées tout à l'heure, qui datent du début du XXe siècle, la majorité des races datent de moins de 75 ans, dans celles qui existent aujourd'hui. Et nous avons en France un organisme qui s'appelle donc le livre officiel des origines félines, qui depuis 1996, entre autres missions, contrôle, en tout cas tient le livre généalogique des différents représentants des races qu'il répertorie et qu'il reconnaît, et qui définit les standards de race et les objectifs de sélection. Donc, comme je vous disais, la majeure partie des races est très récente. Aujourd'hui, on en a plus de 80, et je crois que si vous tapez sur Google, là, vous allez trouver plus de 90, parce qu'on dirait qu'il y en a une qui naît presque tous les 2 mois. En tout cas, en France, le LOUF ne reconnaît que 57 races pour lesquelles il existe un standard.
Donc ces races, elles sont sélectionnées pour des morphologies particulières. Donc je vous ai mis 2 exemples. Donc vous avez un Devon Rex, qui est un chat qui a une mutation génétique qui fait qu'il a un poil frisé. Et je vous ai mis un Scottish Fold, qui est un chat qui a une anomalie génétique qui fait qu'il a les oreilles pliées. Dans les races, on peut trouver des chats qui vont de 3 à 10 kilos. Alors, quand je vous parle de race, je vous ai dit que c'était des chats qui étaient typés. Quand on a un type, ça veut dire qu'on peut avoir des hypertypes. Qu'est-ce que c'est? C'est une déviation de la sélection d'une race vers des caractéristiques extrêmes. Alors, quand j'ai dit ça, vous voyez tout de suite que l'hypertype a quand même une connotation négative. Et le LOUF en est parfaitement conscient puisque ça fait déjà en 2009, dans une communication, l'organisme avait noté que l'hypertype commence lorsqu'il y a souffrance ou inconfort pour l'animal. C'est une déviance du standard qui doit être considérée comme une faute au même titre que le manque de type. Il en reste néanmoins que la définition de l'hypertype reste relativement subjective selon les personnes. Et peut-être que moi, je vais juger un hypertype qui, pour un juge de race, ne serait pas dans cette catégorie. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'hypertype est antinomique du bien-être animal ? Donc je vous ai un petit peu donné la réponse avec la diapo précédente. À partir du moment où on a une exagération d'un type qui provoque soit l'apparition de pathologies, soit qui limite ou modifie l'expression des comportements normaux ou des besoins physiologiques d'un animal, c'est une atteinte au bien-être animal. C'est dans la définition du bien-être animal. Donc on peut se poser la question, je vous ai mis 3 races. Pour lesquels la question est ouverte. Le premier, il y en a d'autres, mais je n'ai fait qu'une sélection. Le premier, c'est un Munchkin. Donc, lui, c'est un chat qui est caractérisé. Alors, il a été sélectionné parce qu'il a des membres très courts. Il y a une anomalie génétique et on a gardé ce critère avec des membres très, très courts qui fait que c'est un chat qui ne peut pas bien se déplacer et pas sauter. Celui du milieu, c'est un Manx. Donc lui, il est caractérisé par une anomalie génétique au niveau du sacrum. Il n'a pas de queue. Un chat sans queue, alors ça arrive, des fois par accident, mais en tout cas, un chat normalement a besoin de sa queue pour la communication intraspécifique et aussi c'est un membre qui lui sert de balancier pour ses déplacements. Vous avez aussi le troisième que j'ai mis qui est quand même connu, c'est le Sphinx. Alors lui, c'est un chat qui a une mutation génétique qui fait qu'il n'a pas de poils. Et les vibrisses, donc qui sont des poils particuliers sensoriels, qui sont très atrophiés ou en tout cas parfois absents ou très atrophiés. Donc lui, il a des problèmes, alors évidemment de perception de l'environnement, puisque les vibrisses sont importantes chez le chat pour la perception de l'environnement. Évidemment, c'est le genre de chat que vous ne pourrez pas trouver en plein air en hiver. Et vous avez aussi des problèmes de communication intraspécifiques puisqu'il n'a pas de poils. Donc, tout ce qui est communication par piloérection, quand les chats ont le poil hérissé, par exemple, il ne peut pas le faire. Alors, j'ai pris un exemple pour détailler un petit peu ce qui, pour moi, est un hypertype modèle. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de propriétaires de persans et de fans de persans dans la salle. Parce qu'en fait, ils cumulent à peu près toutes les maladies possibles et imaginables qu'on peut trouver sur un seul individu. Alors, je vous ai mis... j'ai trouvé un scanner de différents crânes. Donc, la colonne de gauche, c'est un scanner de crâne de chat classique. Un chat domestique classique. La colonne du milieu, c'est le crâne d'un chat persan, on va dire typé. Et la dernière colonne, c'est celui d'un chat persan, donc je vais ranger dans la catégorie hyper typé. En tout cas, en France, au niveau du LOUF, il est quand même très contrôlé puisque c'est la version, c'est la version nord-américaine. Il y en a pas tant que ça en France. Alors, vous le voyez en fait juste morphologiquement, ce qui est recherché chez le persan, c'est un raccourcissement très important de la mâchoire et du museau et des cornets nasaux, donc avec un aplatissement de la face.
On cherche à avoir de très grands yeux, donc avec un agrandissement des globes oculaires quand vous regardez la ligne du milieu, quand vous comparez la photo de gauche et la photo de droite. Et on a un arrondissement très très important du crâne, puisque ce qui est recherché, c'est d'avoir un crâne globuleux. En fait, là, on est typiquement dans le cas d'une recherche pour satisfaire la néoténie, c'est-à-dire que les humains aiment les animaux, on va dire, ont un penchant particulier vers les animaux qui ressemblent à des nouveau-nés. Donc là, en fait, on cherche une face, un crâne rond avec 2 yeux, un nez, une bouche sur une face plate. Donc, ne serait-ce qu'avec ces déformations du crâne, vous allez avoir différents problèmes qui en découlent. Alors, le plus connu, en médecine vétérinaire, on a beaucoup d'acronymes. Donc, j'ai mis SORD, mais ça veut dire syndrome d'obstruction respiratoire des brachycéphales. Vous retrouvez cette pathologie chez la plupart des brachycéphales, chez les chiens, par exemple, les bulldogs. De fait du raccourcissement, vous avez donc, ce sont des animaux qui vont ronfler puisqu'ils vont avoir beaucoup de mal. Les voies respiratoires sont obstruées très souvent par le voile du palais qui est devenu trop long puisque il y a eu un raccourcissement de la face. Vous avez souvent une sténose des narines, donc une fermeture des narines, et donc qui gêne la respiration. Vous avez chez ces chats des problèmes ophtalmologiques, puisqu'avec l'aplatissement de la face, vous avez une déformation des canaux lacrymaux qui servent à évacuer les larmes vers le nez et la bouche. Donc vous avez les larmes qui passent par-dessus, sur la peau, au coin des yeux. C'est pour ça que très souvent, ce sont des chats qui ont des traces au coin des yeux, qui nécessitent beaucoup de soins, au moins d'hygiène. Alors en soi, ça c'est purement esthétique d'avoir des traces marronnasse au coin des yeux, mais en tout cas au niveau pathologique ça pose problème puisque ça crée une humidité permanente et donc on va avoir des soucis dermatologiques au niveau des plis. Le fait de chercher des orbites très gros, ce sont des chats qui souffrent très régulièrement de lagophthalmie, donc des paupières. En fait, ils peuvent pas fermer les yeux entièrement, donc leurs yeux les globes oculaires sont exposés à la sécheresse et peuvent provoquer des pathologies au niveau de la cornée. Vous avez avec l'aplatissement de la face évidemment une malocclusion dentaire, puisque vous voyez bien au niveau de l'orientation des dents qu'elle n'est plus du tout fonctionnelle, en tout cas. Donc ils peuvent avoir des difficultés à s'alimenter, ça favorise aussi la présence de plaques dentaires, donc de soucis de dentition. Pour les troubles neurologiques, chez les persans, il a été observé une perte de la substance blanche. Donc ce sont des chats qui répondent moins bien aux stimuli extérieurs et qui peuvent avoir des problèmes de vue et d'audition. Et aussi, du fait de ce crâne très globuleux, on peut avoir des troubles neurologiques de type ataxie, donc ce sont des tremblements involontaires, ou de nystagmus, donc ce sont des mouvements involontaires aussi des yeux. Et enfin, pas presque enfin, parce que il y a une longue liste. La dystocie, alors les dystocies, ça veut dire qu'en fait on peut avoir des problèmes de mise bas, puisque la filière pelvienne n'est pas sélectionnée en fonction de la forme du crâne des futurs chatons. Donc vous voyez par rapport à la forme du crâne que ça peut poser problème pour la mise bas. Et enfin, vous avez aussi des troubles locomoteurs. C'est pas spécifique du persan au sens par rapport à la sélection, en tout cas par rapport à la forme du crâne. Mais c'est vrai que c'est une race qui est prédisposée à la dysplasie de la hanche. C'est probablement simplement par rapport à la consanguinité qui fait qu'on sélectionne un critère, qu'on sélectionne involontairement un défaut de fabrication qui n'est pas éliminé, recherché, donc éliminé dans les reproducteurs futurs. Si vous avez envie d'un persan après ça, une pensée, si j'ai de mes clients qui me regardent et qui ont des persans, ils savent que je les aime quand même. Alors pourquoi des hypertypes ? Pourquoi on en est arrivé là ? Alors pour moi, c'est parce que l'homme est homme, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas s'arrêter. Donc, je pense qu'on a vraiment une sélection sur le physique et qui peut, dans certains cas, être poussé à l'extrême, en fait, avoir un animal qui est quelque part un objet esthétique, c'est tout à fait entendable. Mais le problème, c'est que parfois, on oublie qu'il y a des besoins physiologiques et comportementaux qui doivent restés
normalement non négociable. L'effet de la néoténie, je vous en ai parlé tout à l'heure, et il y a évidemment aussi l'effet de mode. Donc là, je vous ai mis quelques images. Alors, il faut savoir que Taylor Swift, qui gagne des milliards et a priori qui est la star la plus connue au monde, a 2 Scottish Fold et 1 Ragdoll. Et là, aux États-Unis, il y a une association nationale de protection animale qui demande absolument à ce que qui invite les gens à arrêter de vouloir acheter ces chats, puisqu'en fait, tout le monde veut les chats de Taylor Swift pour lui ressembler. Donc elle a 2, je vous ai dit, un Scottish Fold et un Ragdoll. Vous avez alors aussi les vidéos qui peuvent favoriser les races, les modes de race. Alors ça se voit très très bien avec les chiens. Alors je pense quand même que les Aristochats ont un petit peu brisé la carrière des Siamois. Mais, vous avez quand même la pub Gourmet, j'ai pensé à lui. Alors je suis presque sûre que c'est un persan chinchilla, mais il n'est pas hyper typé. Donc je suis pas très gentille parce que je l'ai mis ici, parce que si vous regardez, il a quand même pas le nez entre les 2 yeux. Et puis je vous ai mis aussi Choupette de Karl Lagerfeld, qui a hérité de son maître lors de son décès et qui est un sacré de Birmanie. Vous avez aussi quelques célébrités sur Internet. Alors là, c'était pour l'anecdote, parce qu'en fait, là, ce ne sont pas des races, mais des chats hyper typés, mais qui n'appartiennent pas à des races. Donc vous avez Grumpy Cat, que vous devez connaître parce qu'elle a été très célèbre avec sa moue boudeuse, qui en fait était simplement un chat qui souffrait de nanisme et de malocclusion dentaire qui lui donnait ce faciès. Vous avez Lil Bub qui aussi souffrait de nanisme et de polydactylie avec une malformation de la mâchoire qui l'empêchait en fait d'avoir la langue dans la bouche. C'est pour ça qu'elle tirait la langue tout le temps. Et je vous ai mis Monty qui donc sa maman se prend avec, qui souffre d'une anomalie chromosomique qui lui donne un faciès très particulier. Et là on va très loin dans dans la célébrité, puisque vous avez un site de merchandising. Si vous avez envie de vous offrir un mug avec Monty en photo dessus, il est disponible sur le site de sa propriétaire. Donc pour conclure cette partie, pour moi, il est évidemment totalement entendable et acceptable de souhaiter avoir un chat de race, puisqu'en fait, le principe d'une race, comme je vous l'ai dit, c'est d'essayer de fixer des caractères de physique et aussi de caractères comportementaux, enfin caractères au sens personnalité. Donc on peut parfaitement avoir envie de sélectionner, de choisir un animal dont on aime certains caractères, mais il faut vraiment agir en consommateur éclairé et ne pas oublier que ça reste des animaux et que même si le plaisir esthétique est totalement valable, il faut rester conscient que c'est un animal et qu'il faut prendre en compte en fait les besoins minimales de vie de cet animal. Je vous ai mis une petite vignette donc d'un dessinateur qui fait des comics sur Internet, si vous voulez le suivre, c'est très rigolo. Surtout si vous avez des chats, où en fait c'est le groupe de support des chats noirs. Pour l'anecdote, sachez qu'en Angleterre, il y a une étude qui a été faite et 70% des chats abandonnés sont des chats noirs. Donc voilà. Merci beaucoup, Lauriane. C'était super intéressant. Et ben, en fait, cette transition est parfaite parce que on retombe un peu sur les chats pas typés, les chats qui sont pas d'appartement. Et je voulais demander à Eugenia que si on revient à parler de notre chat domestique errant, il faut dire qu'il fallait des super capacités d'adaptation pour lesquelles effectivement les chats semblent être un champion. Oui, absolument. Ils ne sont pas tous, comme nous avons dit, mais nous nous concentrons maintenant sur les chats dans les milieux urbains et dans les milieux ruraux pour voir les différences. Et nous pouvons dire que la chose plus importante pour les chats, et surtout les chats errants, est la quantité et la distribution des ressources alimentaires. Et c'est ça qui fait la différence, parce que dans la colonisation
des différents milieux, nous avons vu que la distribution et l'abondance des ressources fait la différence dans le sens que dans les milieux ruraux, les chats ne vivent pas en groupe, vivent éventuellement dans petits groupes, parce que la nourriture est représentée par les proies, et les proies des chats domestiques sont toujours petits. Ce n'est pas possible pour eux de partager les ressources. Mais dans les milieux urbains, la situation est complètement différente parce que il y a les nourrisseurs et aussi, je ne sais pas, à Rome au moins, il y a beaucoup d'hommes qui vont aussi amener la nourriture. Et la nourriture est tellement abondante et regroupée, je veux dire, dans la même place, que les chats peuvent vivre en groupe, parce que les coûts de vivre en groupe, que c'est le fait qu'ils doivent partager les ressources, ne sont pas très hauts. Et alors, ils vivent en groupe et ils partagent les ressources, ils mangent tout dans la même place. Mais ça a des conséquences qui sont très évidentes. Alors, dans les milieux ruraux, les chats domestiques vivent à faible densité et la distribution dans les territoires est sur des territoires individuels. En général, les modèles que les chats domestiques partagent avec d'autres mammifères, et classiquement, c'est d'un grand territoire du mâle qui est compétitif suffisamment pour conquérir et défendre les territoires avec des ressources dedans, naturellement. Et les territoires du mâle incluent des territoires plus petits des femelles. Et en général, quand il y a le moment de l'accouplement, les mâles monopolisent les femelles. Mais ça veut dire qu'il y a les pères des chatons qui vont à naître. Mais dans les milieux urbains, c'est complètement différent la situation parce que, comme je dis, les chats vivent en groupe et à haute densité, et les mâles dominants, il se forme une hiérarchie entre les mâles, et les mâles dominants, qui vous pouvez comparer avec les mâles propriétaires du territoire dans les milieux ruraux, les mâles dominants n'arrivent pas à monopoliser les femelles parce que naturellement, il a la compétition avec plusieurs mâles, pense à 10 mâles tout ensemble, et en même temps, il doit contrôler la femelle qui va partout. Je ne sais pas si vous connaissez les comportements des femelles en chaleur, ils vont partout. Et alors, c'est difficile et il n'arrive pas à le faire. Et aussi, ce qui est étonnant dans les milieux urbains, c'est que la tolérance des mâles est beaucoup plus grande que dans les milieux ruraux, et ils s'accouplent un après les autres en faisant comme une queue. Et il n'y a pas, quelquefois il y a des combats, mais ils ne sont pas aussi violents de faire aller dans un autre lieu les mâles qui sont battus. Et alors, nous pouvons dire dans quel sens que les chats domestiques montrent un opportunisme alimentaire extrême, parce que, par exemple, vous voyez sur la droite, non, qu'il y a des chats qui mangent de la pâte. Vous devez considérer que les chats n'ont pas les possibilités de digérer la pâte, mais s'il y a la pâte, ils mangent la pâte. Ça veut dire qu'ils montrent un opportunisme alimentaire extrême. Mais un peu moins l'opportunisme dans le sens du comportement, parce que pour le moment, nous voyons que si est vrai que la tolérance entre les mâles est sûrement bien plus haute que dans les milieux ruraux, c'est vrai aussi que les stratégies de compétition des mâles sont encore les stratégies qu'ils montrent dans les milieux originaux. Ça veut dire c'est sur la possibilité de combattre, c'est physique.
Et alors, les conséquences sont plutôt bizarres, nous pouvons dire. Parce que, alors, une autre variabilité que je dois introduire pour comprendre bien, c'est que ça dépend de l'année. Il y a des années où les femelles sont synchrones, ils vont en chaleur tout ensemble, pour des raisons climatiques, par exemple. Et il y a des années où ils sont asynchrones, ils vont un après l'autre en chaleur. Alors, ça fait la différence parce que naturellement, quand ils sont en chaleur tout ensemble, pour les mâles, est encore plus difficile de les contrôler. Mais quand ils sont asynchrones, par exemple, le graphe que vous voyez ici, c'est une année à Rome où les femelles étaient asynchrones. La hiérarchie de dominance joue un rôle de nouveau, mais Brevard, qui est le mâle dominant sur la droite, c'est vrai qu'il a généré 13 chatons, mais c'est vrai aussi que, par exemple, Diane, qui était Demion, il a généré 8 chatons, plus que le mâle, le deuxième dans la hiérarchie. Et aussi, outre ça, c'est important de penser qu'aucun porté était monopolisé par un mâle. Il y avait la paternité multiple, ça veut dire que dans une portée de la femelle, il y avait plusieurs pères. Les chatons étaient gérés par différents pères, différents mâles. Et vous voyez dans la photo qu'il y a des portées où il y a plusieurs couleurs. Et en France, dans une recherche, Dominique et son équipe a trouvé qu'il y avait par exemple dans les milieux urbains une portée avec 5 chatons et 5 différents pères. Vous pouvez penser comme et ça nous amène à la question suivante. J'ai dit que peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de s'évoluer parce que probablement il y a de nouvelles stratégies de reproduction qui sont en cours de sélection. Par exemple, la compétition spermatique, parce que si une femelle dans la même chaleur s'accouple avec plusieurs mâles, il y a un mélange de spermatozoïdes dans ses vies génitales, et alors là, c'est les spermatozoïdes plus vite, le plus sain, sans double tête ou double queue, qui va être qui a la chance de générer fertiliser, merci, de fertiliser les ovules, parce que aussi nous devons penser qu'il y a un système très compliqué, ce n'est pas le cas de donner trop de détails maintenant, mais la femelle est la femelle de la chatte ovule peu à peu de différents ovules, ce n'est pas tout ensemble. Et alors, il y a la possibilité que la compétition spermatique joue un rôle important. Mais aussi peut-être qu'il y a un abaissement de l'âge de la première reproduction, parce que en effet, aussi encore à Lyon, on trouvait des chats qui avaient un chat qui avait 10 mois d'âge qui s'est reproduit et 3 chats de 12 mois d'âge qui ont généré des chatons. Et par contre, dans les milieux ruraux, aucun chat de moins de 3 ans s'est reproduit. Pourquoi? La question est parce que pour être compétitif suffisamment et conquérir un territoire, les chats dans les milieux ruraux doivent avoir un certain âge. Ce n'est pas seulement le fait qu'ils ont la taille des adultes, mais ils doivent avoir l'expérience pour être compétitifs. Mais ça ne marche pas dans les milieux urbains où les chats très jeunes, dans la confusion, arrivent à s'accoupler. Oui, c'est bien. Ok, merci beaucoup, Eugenia. Et je voulais demander à Dominique, du coup, est-ce que tous les chats ne se valent pas? Alors, oui, effectivement, ce que l'on remarque et qui est vraiment très étonnant, c'est que les chats roux, ils disparaissent
dans le milieu urbain, dans ces grandes colonies multimâles, multifemelles qui peuvent atteindre plus d'une centaine de chats, les chats roux disparaissent. Et donc, par des études comportementales, eh bien, on s'est rendu compte que ces chats roux, en fait, ils sont dans l'incapacité de tolérer leurs congénères, de partager les ressources, que ce soit la nourriture ou les femelles. Voilà, alors qu'ils sont dans un écosystème, en tous les cas, ces grands groupes, ils sont dans un écosystème où la survie et la reproduction, en fait, ça passe par le partage. Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait? Eugenia l'a bien expliqué. On a deux grandes stratégies d'accouplement, si je résume ce qu'elle a dit. Ce que l'on trouve en milieu rural, c'est de se battre, d'acquérir un territoire et de défendre les femelles pour s'accoupler, de les monopoliser. Et en milieu urbain, c'est l'inverse, c'est-à-dire on doit cesser de se battre et plutôt patrouiller un peu partout à la recherche des femelles qui sont réceptives pour s'accoupler. Et en fait, les mâles roux ne changent pas de stratégie. Donc quand ils sont dans ces grandes colonies, on peut en trouver, ils vont avoir d'énormes difficultés à engendrer des chatons parce qu'ils vont continuer de se battre pour écarter les autres mâles des femelles. Et pendant qu'eux se battent, les autres, ils ont cessé de se battre, quel que soit leur rang dans la hiérarchie, et ils se reproduisent. Merci beaucoup. Et tout ça, ce qu'on a vu maintenant, c'est un peu la face claire, le bon côté, mais il y a aussi le revers de la médaille parce qu'on sait tous que les chats peuvent être aussi une menace pour son environnement aussi. Oui. Donc la face claire, si on peut la résumer, c'est que le chat a été très utile pour l'être humain au moment où il s'est sédentarisé. Mais évidemment, oui, il a bien trop réussi. Et dans certains milieux, eh bien, il peut représenter une véritable menace, notamment pour la biodiversité du fait qu'il chasse. Il chasse les oiseaux, les micro-mammifères, les reptiles, les batraciens, etc. Et puis une deuxième menace, il y en a d'autres, mais une deuxième menace qu'on peut retenir, c'est le fait que les chats sauvages, les différentes espèces de chats sauvages et notre chat domestique ils continuent de s'accoupler. Ils peuvent s'accoupler et engendrer ce qu'on appelle des hybrides. Et donc, évidemment, on comprend qu'avec la multiplication des chats domestiques, ce phénomène d'hybridation peut créer des soucis pour le maintien de notre chat sauvage européen, au moins celui-ci. Alors, dans certains écosystèmes, c'est encore pire, et notamment dans les îles, dans les écosystèmes insulaires. Et donc, pendant une vingtaine d'années, en fait, je suis allée réaliser avec mon équipe des études, notamment dans l'archipel des Kerguelen. Donc, vous voyez que ce sont des îles qui sont complètement perdues au milieu de l'océan Indien, à 3500 km du pôle sud. Alors, du point de vue du chat, qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, en fait, c'est un milieu certainement pour lui, qui est relativement inhospitalier, si on pense qu'il vient d'un pays chaud à l'origine. Donc, c'est un milieu qui a, vous voyez, il n'y a pas d'arbres, il fait froid, il pleut, il neige, et il y a beaucoup de vent, et parfois des vents très, très violents. Donc, voilà. Donc, c'est ce type de milieu. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a sur ces îles? Qu'est-ce qu'il y a sur ces îles? Des oiseaux de toute beauté, donc des oiseaux marins qui viennent nicher, qui viennent se reproduire sur ces îles pendant l'été. Donc vous reconnaissez alors en haut à droite là avec son sourcil le grand albatros. Vous avez les manchots royaux là qui marchent à deux. Sur la gauche des manchots royaux, vous avez un damé du Cap, un chionis au centre. Donc ça c'est pas un oiseau marin, un manchot papou, enfin voilà un pétrel. Et vous voyez aussi qu'il y a des mammifères. Donc il y a une otarie des Kerguelen, donc c'est un beau mâle, et des éléphants de mer. Là, il y a d'autres mammifères. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'il n'y a aucun mammifère terrestre, de prédateur terrestre. Et qui dit absence de prédateurs terrestres, eh bien, aucune évolution de comportement anti-prédateur de la part de ces oiseaux. Donc, vous commencez peut-être à comprendre l'histoire. Alors, ces chats, comment ils sont venus? L'histoire se répète, ce que disait Eugenia il y a très longtemps, continue, s'est répété, et notamment au moins en 1956, il y a peut-être eu d'autres introductions, mais qui n'ont pas réussi. En 1956, il y a 2 chats qui ont été introduits
à Kerguelen, hein, donc ils ont débarqué d'un bateau. Et pour quelle raison? Ben, vous vous en doutez, c'est que dans les bateaux, on embarque toujours des rats, des souris. Et donc ces chats ont été embarqués de telle manière à débarrasser là où ils ont été introduits, donc la base de Port-au-Français, les rats et les souris. Alors c'est ce qu'ils ont fait le ménage. Mais en faisant le ménage, ben, ils se sont gavés, ils se sont multipliés, ils ont survécu. Et voilà, donc ils ont commencé à coloniser la Grande Terre en suivant la ligne de côte. Et dans l'an 2000, hein, quand on a estimé la taille de la population, on en était déjà à plus de 10 000 chats. Donc on est parti de 2 à plus de 10 000. Donc vous pouvez imaginer le carnage que ça a pu, qu'ils ont pu faire sur les oiseaux. Alors là, c'est simplement pour vous montrer un petit peu quelques photos de la manière, comment on étudie les chats sur place. Donc c'est une île. Donc on se déplace en bateau, et puis après avec notre petit canot, on met tout notre matériel, et puis on déploie et on capture les chats. Ces chats, on les mesure, on les pèse, on prend des prises de sang, enfin pour faire tout un tas de mesures. Et puis ensuite, on leur met un collier, parfois des colliers GPS, de telle façon à voir comment ils s'approprient l'espace, comprendre leur territoire, etc. Donc vous voyez la photo du bas, donc c'est un chat avec un collier qui se promène à la recherche de nourriture. Alors qu'est-ce que c'est ici? On est dans une plus grande manchotière de l'île Kerguelen. C'est 200 000 habitants, enfin 200 000 manchots royaux qui vivent là l'été. Donc il y a des adultes, et puis il y a encore quelques poussins qui sont en train de prendre leur plumage d'adulte. Donc si vous regardez bien, les adultes sont en train de couver. Ils vont couver, les œufs vont éclore et les poussins vont commencer à grandir. Puis quand ils seront suffisamment grands, de la taille des poussins que vous voyez, les adultes vont repartir en mer pendant quelques mois, laissant les poussins là tout seuls. Et les chats, ils vont se gaver, ils vont se promener. Alors là, ils charognent. Ils ne vont pas aller récupérer les oiseaux. Ils charognent parce qu'ils sont quand même assez gros et encore. Alors que les autres oiseaux, comme je vous disais, c'est pas la même histoire. Les autres oiseaux. Oui, du coup, les autres oiseaux, je pense qu'il y a un rôle qui est joué par d'autres animaux qui sont sur l'île. Oui, donc alors je vais continuer peut-être par expliquer que voilà ce carnage tout simplement parce que pas de prédateurs, pas de comportement anti-prédateur. Et donc les chats, en fait, ils vont cueillir les oiseaux plus que aller les capturer, se planquer, se camoufler, etc. Pour prendre ces photos, en fait, on peut être à 30 cm, il n'y a pas besoin d'un téléobjectif. C'est pour vous montrer à quel point ces oiseaux, en fait, ils n'ont pas du tout évolué de comportement pour se prémunir contre d'éventuels prédateurs. Donc, effectivement, ce que tu disais, Costanza, les oiseaux, c'est pas suffisant. Parce que si vous avez bien suivi, ils sont là qu'une partie de l'année. Donc, heureusement qu'on a les BLO. Alors, c'est quoi les BLO? Les BLO, ce sont les bêtes à longues oreilles. Alors, c'est ainsi qu'on les nomme à Kerguelen, tout simplement parce qu'on a l'interdiction de parler de lapin. Interdiction, alors je ne sais pas si vous savez pourquoi. Non? C'est les marins, ça leur porte malheur, mais vraiment. Et donc, la première année, quand j'y suis allée, oui, je vais regarder les lapins, etc. Et puis tout le monde m'a dit, non mais qu'est-ce que tu es en train de dire, etc. Et bon, j'ai été éduquée, et maintenant on parle de BLO. Donc effectivement, ils sont essentiels, parce que quand les oiseaux sont partis en mer, il n'y a plus rien sur les îles Kerguelen, et heureusement que ces lapins, pour les chats, pas pour le reste, mais en tous les cas pour les chats, heureusement que ces lapins avaient été introduits avant et avaient colonisé la Grande Terre, tout simplement parce que, en fait, ils fournissent aux chats l'alimentation pour tout l'hiver, pour passer l'hiver. Et en fait, les lapins, non seulement ils donnent de la nourriture aux chats, donc ils donnent le couvert, mais aussi le gîte. Parce que, en fait, comme je vous ai dit, c'est rare. Et les chats, ils ont besoin, quand ils se reproduisent, d'élever les jeunes. Ils ont besoin d'avoir des terriers. Donc, ils vont réaménager les terriers qui ont été creusés par les lapins, qui savent faire, ou même des oiseaux. Il y a des oiseaux qui nichent à terre. Les chats vont réaménager ces terriers et ils vont pouvoir se protéger à l'intérieur de ces terriers. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après? Alors, on suit ces populations et puis
Donc les effectifs, au moins les effectifs des populations, donc on regarde un petit peu, on les estime par des protocoles un peu qui sont sympas, enfin voilà. Et on arrive à avoir voilà, ce suivi d'effectifs. Et ce que vous constatez hein, sur les courbes, la courbe blanche, vous avez des effondrements réguliers des effectifs. Et notamment, l'effondrement de 2006 a été vraiment catastrophique. Donc on est passé de 8000 à 2000, enfin voilà, donc c'est vraiment énorme. Et ça se passe partout sur les sites, donc de façon synchrone, hein, sur les sites là, qui sont pointés en rouge, sur les sites qui sont suivis en parallèle. Alors évidemment, quand on a vu ça, on s'est dit, ben, qu'est-ce qui se passe et on s'est rendu compte que c'est des populations différentes hein, qui se sont séparées sur la Grande Terre, ils réagissent exactement de la même façon, et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était les conditions climatiques. Alors, des fois, il y a des bonnes années, on a souvent des bonnes années. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une bonne année du point de vue du chat? Eh bien, c'est d'abord une bonne année du point de vue des lapins. C'est-à-dire que quand les conditions climatiques, elles sont clémentes, vous allez avoir la végétation qui va reprendre de la vigueur à la fin de l'hiver. Et donc ça va permettre aux lapins de trouver suffisamment de ressources pour pouvoir se nourrir. Donc ils vont vraiment être gavés. Donc il y aura plein de lapins, ils vont se multiplier, se reproduire comme des lapins. Donc il y en aura plein partout. Et les chats, bien, en attendant les oiseaux, ils vont avoir un garde-manger qui va être complètement garni. Donc ils vont être heureux. Mais il y a des mauvaises années de temps à autre, donc des mauvaises conditions climatiques. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la végétation, elle ne va pas du tout reprendre son cours suffisamment tôt. Donc les lapins, ils n'auront plus rien à manger. Et du fait de la physiologie du lapin, il ne fait pas de réserve. Donc s'il y a des bonnes années, ils n'emmagasinent pas comme nous un peu de graisse, etc. Donc ce qui fait que s'il n'y a plus rien, ils vont mourir très très vite. En une journée, ça peut mourir. Et dans les mauvaises années, d'ailleurs, c'est assez terrible parce qu'on pouvait marcher sur des cadavres de lapins. Et donc, plus rien à manger pour les lapins et ils meurent. Et évidemment, il n'y a plus de ressources pour le chat qui, un petit peu plus tard, lui, peut faire un peu de réserve. Donc, il peut encore vivre, mais il va moins bien se reproduire, etc. Et donc, au final, il va aussi mourir. Donc c'est ce qui est illustré là par ces courbes. Voilà. Donc vous avez en bas, ce qui est en vert, eh bien c'est ce qui représente la biomasse végétale. Et donc une mauvaise année, donc là je crois que c'est celle de 2002 qui est représentée. Donc cette biomasse végétale, elle ne reprend pas bien. Et donc la deuxième courbe, c'est la condition physique des lapins. Ben, vous voyez qu'elle diminue très très rapidement. Donc les lapins, ils meurent. Et vous voyez un petit décalage. Donc il y a la flèche verte, mortalité massive des lapins, et la flèche noire, donc qui représente la mortalité des chats. Donc il y a un petit décalage. Et finalement, on peut tout synthétiser. C'est les conditions climatiques, la figure de gauche, qui va agir sur la végétation. Cette végétation qui va agir sur les lapins. Les lapins, qui ont plus ou moins grand nombre, vont interagir avec le chat. Voilà. En attendant que les oiseaux reviennent sur l'archipel. Merci Dominique. Et Eugénia, est-ce que du coup, j'imagine il n'y a pas que sur les îles que les chats ont un impact sur la biodiversité, n'est-ce pas? Ah oui, malheureusement, pas seulement dans les îles, mais nous devons penser que juste en France, il y a plus de 10 millions de chats et dans le monde, 600 millions. Je mélange ici les chats dans les appartements et les chats errants. Et comme nous avons vu, le chat est une chasseur émérite, mais nous devons aussi penser que c'est récent que le monde scientifique, mais aussi de la conservation de la nature, ont focalisé l'attention sur l'impact prédatoire des chats, des chats domestiques, parce qu'en effet, malheureusement, il va être un autre facteur qui s'ajoute à d'autres facteurs qui aussi dans les dernières décennies
sont augmentés dans une manière incontrôlable et nous le savons bien que nous parlons de déforestation, de fragmentation de l'habitat, de pollution, de changements climatiques et tout ça ensemble et les chats domestiques avec son capacité de chasse naturellement il fait les cadres très tragiques et la différence est faite, comme Dominique avait déjà introduit, la différence est faite sur la capacité des proies de développer des contre-stratégies. Parce qu'en effet, si vous faites la comparaison entre la diffusion des chats dans l'ancien monde et dans, par exemple, le Nouveau Monde, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, c'est clair que nous parlons de milliers d'années et centaines d'années. Et ça fait une différence en termes évolutifs. Et malheureusement, par exemple, les photos ici sont des espèces australiennes qui se sont extinctes et sûrement les chats ont joué un rôle très important dans cette extinction. Et alors, la communauté scientifique est d'accord sur le fait que les chats errants et arrêts doivent être contrôlés. Mais là, il y a un débat plutôt vivace sur les méthodes de contrôle. Parce que maintenant, dans la plupart du monde, les chats domestiques qui sont considérés nuisibles peuvent être éliminés avec poison, ils peuvent être chassés ou l'introduction des virus. Et tout sans se poser aucun problème éthique. Et là, par exemple, dans la photo, vous voyez les appâts poisonnés. Et en Australie, dans la Nouvelle-Zélande, c'est la normalité de faire des campagnes avec les, comment se dit, d'éradication avec les poissons. Et j'étais à un congrès et j'étais étonnée. En Italie, les chats est sacré. Mais là, ils jettent des appâts et par l'avion. Il dit à la population humaine de retenir les chats domestiques des propriétés dans la maison plus d'une semaine et les chiens. Et après, il disait la campagne d'éradication a eu le succès du 100%. Ça veut dire que nous avons recueilli les cadavres des chats et des chiens sans problème et tous les chats errants et les chiens errants étaient tués. Et là, vous comprenez que c'est incroyable. C'est, au moins, en Italie, c'est le scandale, je ne sais pas en France, mais c'est plutôt. Alors, il y a des alternatives. Il y a des institutions dans le monde qui travaillent pour ça et font des études pour voir des choses, des méthodes, pour trouver des méthodes de contrôle plus éthiques, comme le biocontrôle génétique ou les appâts contraceptifs. Ça veut dire que il y a des manières qui ne sont pas encore autorisées, mais qui, pour les populations des chats, mais aussi des nuisibles, mais des wild boars, comment ça s'appelle oui. Et d'autres populations d'animaux sauvages qui sont considérés nuisibles, et c'est possible de les contrôler avec des méthodes qui vont rendre moins fertiles les individus. Et ça, c'est une chose qui est nécessaire de faire parce que dans les 2024, c'est impossible d'accepter de poisonner ou chasser des animaux. En général, je parle aussi d'autres populations d'animaux. Et du coup, est-ce que c'est quoi le rapport entre les chats domestiques et les chats sauvages européens? Est-ce que les chats domestiques menacent le deuxième? Ouais. Alors, oui, effectivement,
du fait de ces accouplements entre possibles et fertiles, pas tous, mais il y en a quelques-uns qui sont fertiles. Et donc, comme le disait Eugenia, au départ, notre chat européen, vous voyez en haut à gauche, qui est tout vert, c'était l'aire de répartition du chat sauvage. Et avec les activités humaines, eh bien, cette aire s'est contractée. Et donc, évidemment, les scientifiques se sont posé la question, mais qu'est-ce qui se passe pour le chat européen ? Et notamment, du fait des fertilisations croisées, eh bien, est-ce que le chat domestique menacerait le chat sauvage? Donc, il y a eu plusieurs équipes, il y a plusieurs équipes qui étudient ce phénomène d'hybridation, et notamment, là, une petite synthèse sur les proportions de chats qu'on a retrouvées avec des gènes de chats domestiques dans leur génotype. Et ce qui est évidemment frappant, c'est la grande variabilité. Ça va de 4%, même il y a des populations, il y a très peu de chats sauvages qui sont impactés par ce transfert de gènes, jusqu'à 40-50% des populations de chats sauvages qui sont hybridées. Alors, on a voulu savoir, et donc je vais simplement rapidement vous raconter une histoire que nous avons, disons le travail que nous avons fait sur le chat sauvage européen. Donc on a pris deux populations, donc une première qui est en Lorraine, et vous regardez le paysage, il est complètement fragmenté avec des forêts, et puis l'agriculture extensive, et puis vous avez des petits villages qui sont parsemés, donc des petits bouts de forêt dans lesquels vivent les chats sauvages. Et puis dans les Pyrénées, vous avez un paysage qui est tout autre, qui est des forêts qui sont continues. Donc on a étudié ces chats sauvages, on les a capturés, on les a marqués et on leur a mis aussi des colliers émetteurs, de telle façon à voir un petit peu quels étaient leurs territoires, etc. Et on a étudié leur ADN et on a fait exactement la même chose dans les villages. On est allé capturer les chats errants et les chats de propriétaires. Alors, voilà les résultats au niveau de l'hybridation. Donc, dans l'Est, en Lorraine, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait très, très peu de chats hybrides et qu'il y avait une asymétrie, parce que vous avez beaucoup moins de chats sauvages hybridés. Donc, 0,5%, c'est vraiment pas grand-chose. Contre 4%, c'est pas grand-chose non plus dans cette situation. 4% de chats domestiques dans lesquels on a trouvé des gènes de chats sauvages. Et dans les Pyrénées, aucun hybride, donc on s'y attendait. Mais en Lorraine, on a été quand même surpris, dans un milieu qui était propice à l'hybridation, de trouver aussi peu de chats hybrides, de chats sauvages hybridés. Et donc, avec le radiopistage, eh bien, on a pu établir les territoires des chats sauvages mâles et femelles, et que l'on peut synthétiser de cette manière-là. Donc vous avez au centre, donc, le vert, ça représente fragments de forêt, et à l'intérieur des forêts, on s'est rendu compte qu'il y avait les territoires des femelles, et sur le pourtour de la forêt, vous avez les territoires des mâles. Donc c'est exactement le même agencement, vous avez un mâle pour plusieurs femelles, et donc voilà ce qui a été décrit pour le chat domestique. Et à l'extérieur, eh bien, vous avez les domaines vitaux des chats domestiques. Alors, avec cet encadrement, donc vous voyez que ça fait comme une forteresse. Vous avez en périphérie des forêts, vous avez les mâles sauvages qui protègent les femelles de chats sauvages et qui empêchent finalement les mâles domestiques de venir à l'intérieur de la forêt et de s'accoupler avec ces femelles. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les mâles sauvages sont bien plus dominants que les mâles domestiques. Donc, dans les confrontations, c'est plutôt les mâles sauvages qui vont écarter les mâles domestiques. Et donc, quand ils ont fini la période de reproduction chez les chats sauvages, eh bien, ils peuvent s'accoupler éventuellement avec des femelles de chats domestiques, ce qui explique pour nous cette asymétrie, donc ce schéma comportemental qui explique cette asymétrie dans le patron de l'hybridation. Voilà. Et je donne la parole à Costanza, qui, de son point de vue de sciences humaines et sociales, qu'est-ce qu'elle peut nous dire finalement de toute notre histoire de chats de salon, de chats errants?
Merci Dominique. Alors moi je vais commencer en disant que je ne suis pas spécialiste du chat, à différence d'elle. Je travaille plutôt sur les relations entre humains et non humains, et on reviendra sur ça après. Du coup, je voulais proposer de prendre un peu de recul pour parler plus en général effectivement de cette relation. Et je pense qu'elles ont quand même toutes les trois donné beaucoup d'idées pour développer cette réflexion, notamment sur toutes les questions éthiques qu'elles ont nommées, à la fois sur les réplications de l'espèce, sur les types, la volonté de l'homme de modifier les chats, etc. Donc je voulais vous proposer d'abord cette distinction entre nature et culture, que finalement c'est une distinction très occidentale, que nous on a bien intégrée parce que ça fait partie de notre manière de penser, de notre système de pensée, mais qui voit du coup cette opposition entre d'un côté les humains comme ceux qui détiennent la culture, tout ce qui est culturel, et de l'autre côté les animaux, tout ce qui est nature. Du coup, l'homme se met en dehors et au-dessus de la nature, il n'en fait pas partie, et il la regarde de haut, et il la contrôle, et il la manipule. Et il est le seul qui peut détenir la culture, le langage, la transmission, etc. Alors que de l'autre côté, la nature, c'est l'environnement, c'est les animaux, c'est tout ce qui est différent et très séparé de manière très nette et qui, du coup, n'ont pas les mêmes compétences. C'est vraiment une essence intrinsèque très différente de l'humain. Et les sciences sociales, notamment l'anthropologie, depuis une vingtaine d'années, essayent de changer de paradigme et proposent une nouvelle distinction qui est celle entre humain et non humain, pour se détacher un peu de cette idée que la culture serait seulement humaine et surtout que la nature ne serait pas humaine. Et du coup, ils proposent cette nouvelle distinction pour se dire, en fait, on peut abandonner un peu la distinction nature-culture pour plutôt distinguer entre humain et non humain et dire aussi que les humains font partie de la nature et ne sont pas au-dessus, ne sont pas en dehors, et les animaux aussi ont de la culture. Et voilà, c'est pour rappeler finalement qu'on est habitué à avoir une vision qui est très anthropocentrée de ce qu'on regarde. Finalement, aussi, les expositions l'ont montré de certaine manière, qu'on a une vision où l'homme est au centre et on essaye finalement, les sciences sociales essayent de plus en plus de déconstruire un peu cette idée-là, qui est finalement une idée très culturelle, cette distinction. Et cela montre que quand on parle de nature, on a toujours l'impression de parler de quelque chose d'universel qui est partagé par tout le monde et qui est très objectif, tout le monde la regarde de la même manière, alors que finalement la nature est aussi une construction culturelle. La manière de définir la nature et la manière dont on la regarde change dans les sociétés, change dans les époques, et du coup la nature aussi est un objet culturel. Voilà, je voulais terminer avec ça et redonner la parole à Dominique pour la dernière diapositive, parce qu'elle a voulu nous montrer cette photo et je voulais la laisser commenter le pourquoi. Oui, alors cette photo, je l'aime bien parce que finalement elle me renvoie à ma condition de scientifique. Donc vous voyez sur la gauche un joli chat et sur la droite finalement c'est peut-être la réalité. Enfin, en tous les cas, peut-être que ce qu'elle me dit, cette photo, c'est que peut-être que je n'approcherai jamais cette réalité dans toute sa complexité et que finalement le chat que j'ai étudié à travers ces 20 années, peut-être que c'est la photo, enfin disons la personne de droite, là, c'est finalement l'image de mes travaux et pas le chat dans toute sa complexité. Ça me renvoie. Donc voilà. Donc c'est pour rester toujours humble en tant que scientifique. Voilà. J'ai choisi cette photo pour me le rappeler. Oui. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois. Je ne sais pas si je dois passer la parole. Je vais faire des questions. On a quelques minutes encore pour des questions. Je voudrais remercier les organisatrices pour et pour me donner la possibilité de participer à cet intéressant. Oui. Merci beaucoup, l'organisatrice. Merci beaucoup, oui. Ouais. Oui.
bonjour. Je veux simplement vous demander, est-ce que c'est vrai que les chats de Venise viennent de Syrie? Que les chats sont stériles. Non, ils viennent de Syrie. Est-ce qu'ils viennent de Syrie? Les chats de Ah, non, il vient exactement comme nous avons vu de la même diffusion de l'autre, parce que Venise, tous les ADN sont mélangés, je veux dire qu'il vient la même origine de l'autre partie du monde et de l'Italie. Bonjour Madame Pontier, dans votre expérience au Kerguelen, lorsque les chats n'avaient donc plus d'oiseaux et plus de lapins, donc dans les années qui étaient assez néfastes en termes de quantité de lapins, vous n'avez pas constaté une pratique de pêche de la part des chats? Ils n'essayent pas de pêcher, puisque vous avez évoqué beaucoup d'eau. Alors c'est pas très courant chez les races de chats, hein, je crois qu'il y a une race de chat, les Turcs de Vannes, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Mais pas du tout de tentative de se substanter donc au niveau des poissons. En fait, oui et non, parce qu'il y a possibilité pour eux de chasser, de pêcher. Alors je ne l'ai jamais observé, on me l'a relaté, et ce que j'ai vu, c'est qu'en tous les cas, ils n'ont pas peur de l'eau, puisqu'ils peuvent nager, en fait. C'est tellement un milieu inhospitalier que la survie, c'est plus fort que tout. Et donc, ça peut les entraîner comme ça à bouger et à passer les torrents, etc. Ça, je l'ai vu. Et la pêche, on me l'a relaté. Donc, effectivement, tout ce que... Il y a des truites là-bas. Il y a effectivement un autre garde-manger qui peut être la pêche. Et c'est vrai, vous avez raison, je ne l'ai jamais investigué. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ce que je peux dire quand même, c'est qu'il n'y a pas... on a étudié le régime alimentaire des chats, et à travers les crottes, les fesses, et on n'a jamais constaté de reste de poissons. Mais c'est un échantillon. Je crois qu'il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment pour ces exposés très intéressants. Oui, merci beaucoup à vous aussi. Au revoir.